Bonsoir à tous, bienvenue dans le club Le Figaro International. Israël et l'Iran, deux ennemis irréductibles dont la rivalité domine le Moyen-Orient depuis des décennies. Jusqu'ici, leur affrontement était plutôt indirect, mais depuis quelques semaines, le combat se rapproche et se durcit. Alors, les frappes de l'Iran contre Israël le 14 avril marquent-elles un basculement stratégique? La riposte mesurée de l'État hébreu met-elle un point final à l'escalade? Les États-Unis, l'Europe, les pays de la région sont-ils en mesure de contrôler la situation? Nous en discutons avec mes invités juste après le générique. Mariam Pirzadeh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste de l'Iran. Vous avez été correspondante, un privilège que vous partagez avec Delphine Minoui sur ce plateau. Vous avez publié en 2016 un ouvrage sur ce pays, Quand l'Iran s'éveille, aux éditions de La Martinière. Rina Bassis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste israélienne après avoir été diplomate pour votre pays. Vous êtes la correspondante à Paris de la radio publique Cannes. Vous collaborez aussi à d'autres médias israéliens et au site américain sur le Moyen-Orient, Al Monitor. Delphine Minoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante du Figaro à Istanbul, après l'avoir été à Téhéran, à Beyrouth, au Caire. Vous avez eu le prix Albert Long en 2006, notamment pour vos articles sur l'Iran. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur ce pays, dont le dernier s'intitule « Je vous écris de Téhéran », paru en 2015 aux éditions du Seuil. Cyril Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, et vous êtes retourné à plusieurs reprises en Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre et le déclenchement de la guerre à Gaza. Alors commençons par ce déluge de missiles et de drones qui s'est abattu, tiré par l'Iran en direct sur Israël le 14 avril dernier. Est-ce que c'est vraiment un changement stratégique majeur pour vous, Mariam Pirzadeh? Oui, évidemment, puisque jusqu'à présent, il y avait une guerre de l'ombre que se livraient l'Israël et l'Iran via les proxys dans la région depuis plusieurs décennies, quasiment depuis les années 80. Oui. Et là, le fait que l'Iran frappe directement depuis son territoire Israël marque évidemment un tournant stratégique, un changement de tactique qui a d'ailleurs été théorisé par les gardiens de la Révolution en indiquant que désormais, toute attaque contre la République islamique, contre ses citoyens, contre ses entreprises, contre ses dirigeants ou ses militaires, se traduirait désormais par une attaque depuis la République islamique. Exactement, même depuis le territoire iranien. L'élément déclencheur, enfin du moins juste tel que le justifie l'Iran, c'est la frappe israélienne du 1er avril sur une enceinte diplomatique iranienne en Syrie. Est-ce que c'était prévisible, Delphine Minoui, que l'Iran considère que son sol est attaqué symboliquement, certes hors d'Iran, mais un territoire diplomatique? Oui, alors si on se met dans la tête des acteurs du pouvoir iranien, de leur point de vue, il y a véritablement aussi une ligne rouge qui a été franchie par Israël. Oui. Il y a déjà eu des frappes israéliennes ciblées contre des ingénieurs nucléaires iraniens, contre des responsables en Iran, contre des responsables des gardiens de la Révolution en Syrie. Et là, c'est la première fois que l'Iran se sent visé directement sur son territoire par extension, puisqu'il s'agit de la chancellerie iranienne à Damas. Oui. Si on fait un pas en arrière sur l'histoire, c'est une chancellerie également très symbolique. Oui. Il faut rappeler que c'est au sein de cette structure, de cette ambassade iranienne à Damas, que l'ancien ambassadeur iranien à l'époque, Mohtashami-Pour, avait créé le Hezbollah en 1982. Donc là, on est de l'ordre du symbole. Les Iraniens ne pouvaient pas rester silencieux par rapport à cette attaque. Il leur était nécessaire de riposter. Ils ont voulu faire une démonstration de force, tout en limitant, on l'a bien vu, les dégâts. Mais ils ont considéré qu'Israël avait franchi un cap ou une ligne rouge. Eux-mêmes en ont franchi une. À leur tour, ils ont franchi une ligne rouge, en effet, puisque jusqu'ici, ils attaquaient indirectement Israël, ou aussi parfois l'Amérique, à travers des leviers dans la région. Des supplétifs. Aux Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, le Hamas en Palestine. Et là, pour la première fois, une décision est prise
on vise directement le territoire israélien, mais encore une fois, c'est un message quand même contenu, je dirais, puisqu'il s'agit avant tout de drones qui ont mis des heures à atteindre le territoire. On reviendra sur un peu les détails de la frappe, mais d'abord, Rina Abbassi, est-ce qu'il y a eu un mauvais calcul côté israélien? À lire la presse américaine notamment, il semblerait que les Israéliens, les dirigeants israéliens n'aient pas tout à fait mesuré l'impact qu'aurait cette frappe du 1er avril sur le consulat iranien à Damas. Est-ce que ce sont aussi les échos que vous avez? C'est possible, c'est difficile à dire bien sûr parce qu'on n'est pas dans les têtes de Apparemment, ils ont prévenu les Américains très tard, à un niveau de hiérarchique qui était inapproprié, enfin inférieur à celui qu'il aurait dû être. Disons, ce qu'on sait, c'est que cette attaque, l'assassinat de Reza Dehadi était planifié depuis des mois. Donc, ce n'était pas quelque chose qui est arrivé... Apparemment 2 mois avant l'opération. Une dernière minute pour provoquer l'Iran, ce n'était sûrement pas l'intention. Je crois que ça rentrait vraiment dans cette logique israélienne de saisir l'occasion. Il y avait cette occasion des renseignements apparemment qui est apparue. Il y avait un moment de tuer cet homme. Alors, il y a du très bon renseignement, mais si on planifie depuis 2 mois, c'est pas que du renseignement. On attend l'opportunité. Tout à fait. Donc, c'est possible aussi qu'il y avait un mauvais calcul, que peut-être les dirigeants israéliens n'attendaient pas qu'il y avait une telle réaction de la part de l'Iran. Justement, c'était déjà dit qu'il y avait déjà des assassinats et il y avait aussi des officiers iraniens tués en Syrie. Sur le sol syrien, même s'ils n'étaient pas... Du point de vue israélien, c'était un petit peu comme d'habitude, quoi. Pas exactement, parce que les autres, vraiment, ils n'étaient pas visés personnellement. C'était plutôt des convois ou des dépôts des armes qui étaient censés arriver au Liban et pour le Hezbollah qui étaient visés. Là, il y avait vraiment... quelqu'un important pour Israël, d'une certaine façon. La décision était prise, mais peut-être, c'est sûr, peut-être il y avait un mauvais calcul à ne pas anticiper exactement ce qui sera la réaction iranienne. Cyril, oui, on était dans un schéma d'escalade. Escalade, entre guillemets, cette frappe israélienne qui elle-même franchit un seuil, riposte iranienne qui franchit carrément un gros seuil. Comment vous analysez En fait, on est dans un moment très particulier de la confrontation à distance entre Israël et l'Iran, qui en effet dure depuis longtemps et se joue essentiellement par proxy interposé. Et en fait, depuis le 7 octobre, on est dans un contexte où chacun des 2 acteurs cherche à établir une nouvelle grammaire ou à rétablir une dissuasion dont il sent qu'elle a été érodée. Israël, pour des raisons évidentes, sa dissuasion a reçu un coup majeur avec les attaques meurtrières du 7 octobre. Et on voit que depuis, le pays cherche à rétablir sa dissuasion, à la fois dans la bande de Gaza, au Liban et au-delà. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles la décision a été prise de frapper l'ambassade iranienne à Damas. Et l'Iran, de son côté, a un peu le sentiment, enfin en tout cas peut avoir le sentiment d'encaisser les coups depuis un certain nombre d'années. Il a été dit que de très nombreuses frappes ont été perpétrées par Tsahal contre soit directement des gardiens de la Révolution, soit des groupes armés affiliés à l'Iran qui tentaient de faire transiter de l'armement en direction du Liban. Depuis 2013, on parle de centaines de frappes israéliennes. Des spécialistes, des scientifiques impliqués dans le programme nucléaire iranien ont été assassinés sur le sol de l'Iran, sans que Israël en endosse la responsabilité, mais c'est un secret de polichinelle. Donc l'Iran aussi avait probablement besoin de tracer une ligne rouge claire, et c'est ce qu'il semble avoir décidé de faire. Apparemment, entre décembre et mars, il y a une bonne douzaine de hauts responsables des gardiens de la Révolution ou de la force Al-Quds qui ont été éliminés par Israël. D'où ça vient, cette animosité on verra tout à l'heure si elle est réciproque ou pas, mais cette fixation déjà du régime iranien contre Israël, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'idéologique? Est-ce que c'est un ennemi d'opportunité? Comment vous le...
C'est un peu tout ça, en fait. Décrivez. C'est un peu tout ça. C'est au moment de la révolution islamique, l'un des principaux slogans de cette révolution en 1979, donc lorsque le Shah quitte l'Iran sous la pression populaire et que Rouhollah Khomeini arrive en Iran et crée cette république islamique, il y a deux slogans majeurs qui sont « À mort les États-Unis, à mort Israël ». Et d'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui, 45 ans après, cette petite foule ou les quelques partisans qui restent encore du régime, ils récitent machinalement ces deux slogans. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ils ont bâti l'idéologie de la République islamique, de cette révolution islamique, sur ces deux slogans, en disant que l'ennemi, il y avait deux ennemis pour l'Iran, c'était les États-Unis et Israël. Mais il n'y a jamais entre la Perse et les Juifs, il n'y avait pas de conflit historique, culturel, ni même religieux. Il y a une importante, il faut le rappeler, communauté juive en Iran, qui est des plus importantes de la région avec la communauté juive de Turquie. Il y en a encore. Ici, ils existent encore, ils ont leur propre synagogue. Ils sont quand même très peu nombreux. Ils bénéficient d'un représentant au Parlement iranien, tout comme les autres minorités religieuses, à l'exception des Bahaïs, qui sont considérés comme des hérétiques. Donc il y a toujours eu des liens. Il faut rappeler que même à l'époque du Shah, le Shah a sauvé des populations juives en leur accordant à la dernière minute des passeports parce qu'ils étaient victimes d'exactions et de génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la population iranienne aujourd'hui déteste les Israéliens ? Non, pas du tout. D'ailleurs, pour tout vous dire... Elle est élevée dans cette culture-là, quand même. Oui, alors à l'école, c'est vrai, il y a une propagande. Comme le disait Mariam, il y a ce slogan omniprésent qu'on fait répéter aux gens à la sortie de la prière hebdomadaire, la grande prière du vendredi. À l'entrée de certaines facultés, on vous demande de piétiner le drapeau israélien et le drapeau américain, que vous brûlez également lors des cérémonies de commémoration de l'avènement de la République islamique. Et en même temps, quand vous parlez à la population iranienne, pour être honnête, il y a un vrai désintérêt par rapport à ce qui se passe. Ils se sentent très loin de tout ça. Ils ne sont pas spécialement même pro-palestiniens. Il n'y a pas cette fibre qu'on peut peut-être plus ressentir dans des pays du monde arabe ou en Turquie où j'habite, où il y a quand même une espèce de solidarité par rapport à la population palestinienne. Non, alors là, ce n'est pas parce qu'ils sont spécialement pro-israéliens, c'est tout simplement parce qu'ils se désengagent, ils dénoncent en fait quelque part le régime, la propagande du régime et l'instrumentalisation de cette cause palestinienne du régime avec ce soutien financier et militaire au Hamas, au détriment de la propre population. Et la cause palestinienne n'est pas un cri de ralliement efficace, pas spécialement auprès de la population iranienne. Quand j'étais en Iran, alors il y a une place à Téhéran que Delphine connaît bien également. C'est une des plus grandes places de Téhéran, s'appelle la place Palestine, la place Palestine, où il y a un compte à rebours jusqu'à la destruction de l'État d'Israël. Et donc 2 fois par an. C'est dangereux de faire un compte à rebours parce que. Il est censé s'arrêter à un moment. Alors, il y a une date précise, mais elle change un petit peu. Il y a 2 journées, 2-3 journées par an, ce qu'on appelle le jour du Quds, donc la journée de la Palestine. Donc là, les partisans du régime descendent dans la rue. Comme le dit très bien Delphine, on brûle les drapeaux israéliens, on brûle les drapeaux des États-Unis, excusez-moi. Et en fait, une des dernières fois où j'étais en Iran, je me suis rendue à une de ces journées. Il y avait très, très peu d'Iraniens. Et donc, j'entendais des Iraniens pester à côté qui passaient, et je suis allée les voir et je dis mais pourquoi vous ne manifestez pas pour essayer de comprendre. Ils me disaient mais nous, comme voilà, le dit Delphine, on en a assez que tout l'argent de l'Iran parte aux Palestiniens, parte au Hamas, parte au Hezbollah. Cet argent, il n'est pas réinjecté pour nous, nous on en a besoin. Et c'est vraiment c'est une colère contre plutôt le régime de la République islamique qui utilise l'argent de l'Iran, puisque l'Iran est un pays riche, qui a parmi les premières réserves de pétrole et de gaz au monde, et ils savent que cet argent est réinjecté pour la vie des Palestiniens. Et ça crée une forte colère. Et on a vu cette image, effectivement, dans un stade de football où un drapeau palestinien a été sorti lors d'un match et la personne qui a sorti ce drapeau s'est fait insulter. Je ne vais pas vous répéter les insultes parce que c'est très, très... c'est grossier en persan et en français. Et donc, ça prouve bien qu'en fait, ils sont tellement focalisés sur leur vie quotidienne, la difficulté de leur vie quotidienne, leur survie, en fait, quotidienne, qu'ils n'ont pas de temps de réflexion, de place nécessaire dans leur cerveau, de place disponible pour penser à ce qui se passe à Gaza, par exemple. Rina Bassiste, à l'inverse, pour les Israéliens, l'Iran, c'est un vrai péril. C'est une menace qui est considérée comme... Enfin, qui est présentée par les dirigeants comme existentielle. Est-ce qu'elle est aussi ressentie comme ça par la population ?
Il y a un pays qui veut la destruction, notre destruction, et c'est l'Iran. C'est comme ça que résonne les Israéliens. Je dirais que les Israéliens ils fassent vraiment la différence entre le peuple iranien et le régime d'Ayatollah. Et comme c'était dit côté iranien, je pense vraiment que côté peuple, il y a un amour, vraiment un amour pour le peuple iranien, qu'Israël voit à la fois, les Israéliens en fait voient, c'est notre c'est un peuple sœur ou frère et par l'espoir de la technologie. Un peuple qui n'est pas arabe au Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient, il y a beaucoup de similitudes. Et il y a beaucoup d'Iraniens, effectivement, juifs il y a beaucoup aussi en Israël. On se souvient du ministre de la Défense, Mordechai. On a notre grande diva, la chanteuse Rita, qui est née à Téhéran et qui chante encore aussi en iranien. Donc pour vous, les Israéliens font la part entre le régime et le peuple. Ça, c'est un côté. Côté régime, bien sûr, ça fait des années, en fait, c'est la doctrine de plusieurs gouvernements israéliens, et surtout M. Netanyahou, que l'Iran, c'est la plus grande menace existentielle sur l'État d'Israël. Et cette analyse stratégique est partagée quand même? Elle est acceptée comme telle? C'est-à-dire, oui, effectivement, c'est la plus grande menace stratégique pour nous? Je pense que cette attaque qu'on a vue le 13 avril, la nuit entre le 13 et 14 avril, c'était une sorte de peur bleue que les Israéliens ont grandi avec. Pendant des années, les Israéliens en fait attendaient que ça arrive un jour, et même si on ne voulait pas les croire, et finalement c'est arrivé. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas arrivé à cause des Palestiniens, ce n'est pas arrivé à cause de ce qui se passe à Gaza. Au contraire, on a le sentiment comme si, après le 7 octobre, l'Iran a plus ou moins, le régime à Téhéran a plus ou moins pris la décision de ne pas agir directement. C'est quand qu'ils ont décidé d'agir, c'est vraiment quand c'est devenu personnel. Quand il y avait quelqu'un qui était très très proche au leader suprême en Iran, c'est à ce moment-là que Téhéran a décidé d'agir. Cyril Louis, votre perception de la menace iranienne lorsque vous étiez correspondant à Jérusalem? En effet, c'est vraiment l'ennemi existentiel. Benjamin Netanyahou s'est fait l'avocat principal et quasiment exclusif en Israël d'une posture très martiale à l'encontre de l'Iran. Il est notamment parti en guerre à l'époque où des négociations s'étaient engagées, où étaient arrivées à maturité plutôt au milieu des années 2010 pour un accord visant à canaliser le programme nucléaire iranien et à le maintenir dans des bornes civiles, au moment où Barack Obama a accepté la signature d'un accord, le JCPOA, et Netanyahou n'a cessé de critiquer cet accord. Il a probablement contribué à convaincre Donald Trump de revenir sur cet accord par la suite. Et ça a joué un rôle probablement très important dans le durcissement, la radicalisation, la fuite en avant militariste et agressive du régime iranien, la réactivation, la suractivation des groupes armés avec lesquels il travaille dans la région. Donc il y a à la fois au sein du leadership israélien la conviction que le pouvoir iranien est l'ennemi existentiel numéro 1, et en même temps une posture très martiale qui a probablement contribué à une montée en tension dont on a vu les derniers épisodes ces dernières semaines. N'oublions pas que l'ambassade israélienne à Buenos Aires a été attaquée aussi en 1992 et que l'Argentine, qui a fait 83-84 morts, et l'Argentine a conclu il y a quelques mois que l'Iran était responsable de cette attaque sur l'ambassade israélienne. Alors sur les frappes du 14 avril proprement dit, il y a un débat pour savoir si c'était calibré ou justement pour pouvoir être neutralisé par les systèmes de défense antiaérienne israéliens, couplés à ceux des Américains, des Français aussi, des Britanniques, des Jordaniens, etc. Ou bien s'il y avait une vraie volonté de submerger les capacités de défense israéliennes. Votre avis là-dessus, rapidement ? Moi, je pense que ça a été calibré. Je pense qu'ils ont répété à plusieurs reprises qu'ils avaient prévenu 72 heures avant. Je pense que le message est parvenu à la fois aux Américains. Quand on lit les comptes rendus de la façon dont ça a été suivi à la Maison-Blanche, c'est intéressant parce que les drones décollent 7 heures avant
avant les derniers missiles. C'est-à-dire il y a un décalage, comme ils vont beaucoup moins vite, pour que tous les projectiles arrivent en même temps. Donc sur les radars de la Maison-Blanche, on voit les drones partir entre 5 et 7 heures avant les premiers missiles, puis il y a les missiles de croisière qui partent 2-3 heures avant, et puis les missiles balistiques qui partent 12 minutes avant. Ce qui est dit, c'est que les drones qui sont peut-être plus faciles à stopper par les systèmes de défense anti-aériens ont vocation à saturer ces dispositifs. Ouais. C'est sans doute une grammaire assez compliquée, parce qu'apparemment tout le monde dit que les Iraniens ont calibré leur offensive pour qu'elle ne provoque pas trop de dégâts, trop de victimes, en particulier dans la population civile. Mais en même temps, ils avaient aussi intérêt à provoquer un peu de dégâts, parce que si la totalité des missiles avait été interceptés... Alors apparemment, il n'y en aurait que 4 qui auraient finalement atteint leur cible. Donc, il y a quelques missiles qui semblent avoir frappé une base militaire dans le Negev, et qui permet aux Iraniens de montrer quand même que leur capacité militaire... On est tous d'accord pour dire que c'était quand même nettement plus que symbolique. C'est pas 50 missiles, histoire de faire une démonstration de mauvaise humeur. Là, c'est quand même plus de 300. En Israël, on a été surpris de l'efficacité du dôme de fer et des défenses anti-aériennes, Rina Bassi. Oui, c'était une très bonne surprise. C'était 99% vraiment un soulagement pour les Israéliens. Mais moi, je ne suis pas tout à fait sûre. Bon, c'est sûr que les drones, ça prend beaucoup de temps. Peut-être les Iraniens, dès le début, ils ont pensé que les drones seront abattus, qu'ils vont être interceptés. Les analystes américains disent que c'est plus que ce qu'ils attendaient. Mais quand même, oui. On est au-dessus de la fourchette haute. Ils s'attendaient à environ 150 missiles, drones, projectiles. 330, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et il faut aussi regarder. Les Iraniens, ils ont dit ça, ils n'ont pas caché, ils ont visé justement cette base de Nevatim dans le sud d'Israël. Mais ils ont plus ou moins visé. Disons, il y avait des alarmes qui ont sonné à Jérusalem, il y avait des alarmes qui ont sonné en Cisjordanie aussi. Est-ce qu'on peut s'imaginer que les Iraniens auraient souhaité frapper des Palestiniens en Cisjordanie ou la ville sainte de Jérusalem? Je pense Même pas. Saddam Hussein avait évité de le faire en 1991. Oui, disons aussi que ces missiles, il y avait un autre composant là pour les Israéliens. Ce n'était pas juste le fait qu'il y avait cette énorme attaque, et bien sûr, c'était beaucoup plus qu'on aurait pu l'imaginer. C'était pour les Israéliens, je pense, aussi une sorte de test live que les Iraniens ont mis en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on veut lancer une bombe nucléaire, il faut avoir l'uranium enrichi, il faudra avoir les mécanismes pour faire exploser les bombes, et il faut avoir un engin qui va les porter. Et on sait, les Iraniens sont incapables d'utiliser des avions pour faire tomber. Ils n'ont pas cette technologie. Là, soudainement, les Israéliens voient il y a ces missiles qui arrivent. C'est très loin. En 12 minutes. Dès l'Iran, en 12 minutes en Israël, ils se sont dit, cette fois-ci, c'est des missiles normaux. C'est 1500 km, il faut... Une autre fois, dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça peut être un missile qui porte aussi une bombe. Un dernier point sur cette opération. La défense d'Israël, elle a coûté très très cher. 4 à 5 milliards de shekels, 1 milliard 200 millions d'euros. Ce n'est pas quelque chose qui aurait pu se reproduire 3, 4, 6 nuits de suite, n'est-ce pas? Tout à fait. En plus, on parle de... Donc ça montre aussi les vulnérabilités d'Israël. Tout à fait. C'est un pays qui ça fait 6 mois que ce pays est en guerre. Israël dépense de sommes phénoménales, non seulement pour l'armement et pour mener les guerres, mais aussi pour payer tous ces 300 000 réservistes qui étaient à Gaza pendant des mois et des mois. Ça a coûté une fortune. Au moment où le pays est déjà fragilisé économiquement, à cause de, si on regarde, avant le 7 octobre, 1 an de démonstrations contre la réforme judiciaire poussée par le gouvernement, déjà un pays fragilisé économiquement, 6 mois de guerre. Maintenant, ce genre de dépenses tous les soirs, ce n'est pas quelque chose que l'économie israélienne peut encaisser de façon répétitive. Delphine, oui, vous vouliez ajouter un mot là-dessus? Non, juste confirmer le fait que c'est quand même sans précédent et que c'est vraiment un message, d'après moi, de la part de la République islamique pour leur dire
vous êtes à portée de missiles, comme vous le disiez. C'est-à-dire que voilà, on a réussi à vous atteindre, mais on dispose de missiles balistiques beaucoup plus puissants. Et le jour où on atteindra le seuil nucléaire, on aura éventuellement de quoi vous cibler directement. Mais ça rejoint aussi, si on revient sur cette théorisation de cette force de frappe iranienne depuis l'avènement des religieux au pouvoir en 1979, c'est toujours cette idée de cette capacité de dissuasion. Cette volonté de prouver qu'ils sont capables de se repositionner sur la sphère internationale. Et ça rejoint, je pense, un trauma, enfin 2 traumas d'ailleurs. La guerre Iran-Irak, il faut le rappeler, à l'époque où de 80 à 88, vous aviez l'Irak et toutes les puissances internationales contre l'Iran, à l'exception, l'Iran n'avait que pour seul allié la Syrie. Et le 2e trauma, c'est le rapport aux États-Unis. Les sanctions américaines, etc. Et cette espèce de complexe d'infériorité permanent de la part du pouvoir iranien qui rêve, in fine, en fait, d'être traité d'égal à égal avec Washington. Exactement. Alors, comment, dans ces circonstances-là, a-t-on assisté à une riposte aussi mesurée de la part des Israéliens, alors qu'il y avait eu une provocation, une attaque, une bonne raison d'agir, peut-être même une occasion, Cyril Louis, d'aller frapper le programme nucléaire. Comment explique-t-on la réponse mesurée, très mesurée d'Israël? Alors, c'est difficile de savoir ce qu'ont pu se dire exactement les membres du cabinet de sécurité israélien lors de débats. Dont il faut souligner que les trois principales figures sont en désaccord sur presque tout. Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, et Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major. Ils ont de nombreux désaccords, notamment politiques. Lors des accords sur la conduite de la guerre à Gaza et la réponse à adopter aux attaques de l'Iran, en principe, ont vocation à être tenues secret. Ce qu'on croit comprendre, c'est quand même qu'il y a eu un dialogue très intense entre les autorités israéliennes et Washington durant les jours qui ont précédé, probablement avec d'autres alliés d'Israël également, pour essayer de calibrer la réponse. Les alliés d'Israël tirant argument du fait qu'une grande aide avait été apportée pour stopper l'offensive iranienne, vous l'avez dit, par l'interception de missiles et de drones, non seulement par les États-Unis, par la France et le Royaume-Uni, mais aussi par la Jordanie. On dit à Israël, c'est pas le moment d'embraser la situation, donc ne ripostez pas, ou si vous ripostez, faites-le de manière extrêmement calibrée. Et de fait, précisément la décision qui a été prise, puisque on a assisté à des frappes manifestement limitées, dont on ne connaît pas le détail, parce qu'Israël n'a pas revendiqué quelques frappes de drones. Communiqué, on a parlé de frappes de drones, il y a aussi des sources qui ont quelques missiles tirés, mais d'une certaine distance. Des tirs de missiles. La caractéristique de cette riposte, c'est quand même qu'elle est manifestement plus efficace, ou aussi efficace par ses résultats, mais à moindre coût que l'opération iranienne, puisqu'il semble que des sites de défense antiaérienne iraniens aient été touchés près d'installations nucléaires qui surveillent les... mais donc voilà, les critères pour décider du calibre de cette riposte, c'était à la fois tenir compte des pressions exercées par les Alliés et puis probablement éviter un embrasement, parce que je ne suis pas certain qu'Israël ait très envie de s'engager dans une confrontation. On voit que Joe Biden est moyennement audible sur Gaza et la conduite de la guerre à Gaza par Israël. Comment vous expliquez que finalement Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, était aussi prudent, aussi à l'écoute des inquiétudes, notamment des Européens et des Américains, climatistes? Il faut dire que, parce qu'on a bien dit que les drones ils sont partis 7 heures en avance, donc en Israël, ils avaient un peu de temps à discuter s'il fallait réagir tout de suite ou pas. Et il y avait des voix justement dans ce cabinet de guerre qui ont appelé le à soir réagir même, le soir même, qui réagir tout de suite. Réagir tout de suite pendant que les drones et les missiles étaient en l'air. Apparemment, c'est peut-être la pression de la Maison-Blanche qui a fait que finalement la décision a été prise de ne pas les faire, d'attendre voir exactement quels sont les dégâts sur place. Et au moment où on n'a pas frappé tout de suite, il y avait quand même le temps à réfléchir quelle action sera la meilleure. Et c'est très intéressant parce que finalement, quel était le choix israélien?
L'attaque iranienne était une grande attaque, très dramatique, avec 331 drones et missiles, etc. Mais la plupart ont échoué, étaient interceptés, donc avec une efficacité absolument exceptionnelle d'hommes de fer, mais aussi de pilotes israéliens et de pilotes américains, etc. Et là, Israël a décidé, en fait, si c'était Israël, parce que Jérusalem n'a jamais revendiqué, donc je suis prudente, et justement, montrer à l'Iran, nous, on va faire exactement l'inverse. On ne va pas faire en grandeur, on va faire quelque chose extrêmement ciblé, extrêmement chirurgical, mais d'une efficacité redoutable. Et on sait maintenant, justement... Vous croyez que cette subtilité est comprise par l'opinion, c'est-à-dire que les Israéliens, ça leur suffit, c'est bon, l'humiliation ou l'affront du 14 avril est vengé par cette opération chirurgicale du 19 avril? Je ne crois pas qu'il y avait une question d'humiliation. Il y avait deux choses. Il y avait un côté, la peur, en fait. Et cette peur qu'ils ont fait ça une fois, ils ont brisé un tabou, ça peut revenir. Et là, peut-être pas tout le monde en Israël est convaincu que ça suffisait pour remettre cette situation en place. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que 6 mois de guerre, les gens en Israël sont épuisés. On a des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont déplacés, qui habitent plus chez eux, si c'est dans le nord ou dans le sud. Donc, cette idée-là, parce que si Israël ripostait d'une façon égale à cette attaque de 13 avril, il y aura la guerre, on est d'accord. Est-ce que le peuple israélien pourrait en fait se mettre dans cette situation encore, non seulement la guerre à Gaza, non seulement on peut avoir la guerre bientôt sur la frontière avec le Liban, avec le Hezbollah, mais aussi une guerre avec l'Iran. Il y a beaucoup que psychiquement, ça sera une chose difficile à vendre par le gouvernement au peuple. D'ailleurs, je crois qu'il y a un sondage qui a été publié peu avant la riposte israélienne qui montrait que l'opinion israélienne était très partagée sur l'opportunité de riposter de manière massive et non coordonnée avec les États-Unis la République islamique d'Iran, alors que le soutien aux opérations militaires dans la bande de Gaza après 7 mois de guerre reste absolument écrasant. Donc il y a justement, très claire certains analystes disent qu'on a écouté Joe Biden sur le volet iranien pour mieux avoir les coups des franges sur la poursuite des opérations dans la bande de Gaza, notamment sur Rafah, au sud de la bande de Gaza, où les Américains freinent, essayent de retenir le bras de Netanyahou, mais il veut vraiment aller chercher le chef du Hamas à Rafah. Oui, c'est possible. Je veux dire, il y a des analystes israéliens qui disent que peut-être il y avait une sorte de deal. Justement, qu'Israël a dit on va se retenir sur ce front-là, laissez-nous faire. Laissez-nous finir le travail à Gaza. Pour l'instant, il faut attendre voir. Tout de même, ce qui est très frappant dans cette séquence, c'est que ces deux pays qui se jurent quasiment destruction mutuelle depuis des années, au moment où ils sont au pied du mur et que finalement l'un et l'autre a une opportunité d'entrer de déclencher ce feu terrible, finalement peut-être qu'aucun des deux pays n'a vraiment envie de faire la guerre à l'autre. En fait, quand on suit cette région et quand on suit cet affrontement à distance, on a toujours l'impression qu'on est au bord du précipice, comme l'a très bien dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qu'on était at the brink, qu'on était vraiment au pied du mur. Et j'ai l'impression qu'au dernier moment, il y a la désescalade. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Moi, j'ai eu très peur en janvier. Enfin, j'ai eu très peur. En janvier 2020, lorsqu'on se réveille et qu'on voit que Rassem Soleimani, qui était considéré comme l'un des dirigeants de la République islamique, qui lui a été assassiné par les Américains, une frappe de drone américaine qui avait été ordonnée par Donald Trump en Irak, effectivement, qui dirigeait donc la branche Al-Quds des gardiens de la Révolution, qui s'occupe de toutes les opérations extérieures, donc en dehors de l'Iran, en Syrie, au Liban. C'est lui, par exemple, qui était en contact avec Vladimir Poutine sur la Syrie. Là, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Et finalement, la réponse iranienne a été à minima. Donc, en fait, les Iraniens nous ont habitués, la République islamique nous a habitués à des réponses à minima à chaque fois. N'oublions pas qu'en décembre dernier, il y a un haut gradé des gardiens de la Révolution qui est tué dans une frappe israélienne aussi au Liban. Il n'y a aucune réponse ou vraiment un minima de la part des Iraniens qui ont touché... Comment vous expliquez ça ? En fait, l'Iran, la République islamique,
depuis sa création, depuis 1979, est sous embargo américain. Ouais. Elle a connu, comme le disait très bien Delphine, 8 années de guerre, plusieurs décennies de sanctions. Elle n'a pas la capacité militaire de mener une guerre directe contre Israël et derrière les États-Unis. Selon certains analystes militaires, l'armée iranienne a une capacité d'un peu moins de 2 mois, un peu moins de 60 jours de confrontation directe avec Israël et derrière donc les États-Unis. Parce que être en guerre avec Israël veut dire aussi être en guerre avec les États-Unis. Donc ce n'est pas dans l'intérêt de la République islamique de mener une confrontation directe, mais de reprendre cette fameuse guerre de l'ombre, cette stratégie de la patience, comme ça a été théorisé, pour en fait gagner du temps et ne pas dépenser trop d'argent. Les drones qui sont tombés, qui ont été envoyés sur Israël, ces fameux drones Shahed, ce sont les drones qui sont vendus à la Russie pour frapper l'Ukraine. Et c'est en fait des drones qui sont créés avec toutes les restrictions qu'a la République islamique, les sanctions, en dépit des sanctions, à bas coût, rapidement. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont appris, la République islamique, les gardiens de la Révolution ont appris au Hamas, au djihad islamique, à assembler rapidement de quoi faire des drones, de quoi faire des roquettes avec assez peu de choses en fait. Mais ce n'est pas un armement sophistiqué comme à Israël ou les États-Unis. Israël est le seul pays de la région, arrêtez-moi si je me trompe, qui a une défense aérienne suffisante pour justement empêcher les drones d'arriver, qui a une défense aérienne extrêmement puissante, que n'a pas la République islamique, qui a un matériel militaire extrêmement vétuste. Il y a des avions, des appareils de l'aviation iranienne qui datent de l'époque du Shah, donc avant 1979. En raison de ces vulnérabilités, le choix stratégique de l'Iran, c'est d'agir, de continuer à agir par ses supplétifs. Oui, qui d'ailleurs, encore une fois, si on revient aux théories du début de la République islamique, ça c'est ancré dans les esprits au sein du pouvoir. C'est vraiment la technique... D'ailleurs, je me souviens d'une rencontre avec un pasdar, un gardien de la Révolution unijambiste qui avait fait la guerre Iran-Irak, avec qui je discutais au début des années 2000. Il me le disait ouvertement, il m'avait dessiné une carte sous mes yeux en m'expliquant que voilà, pour nous, il appelait ça la théorie du bouclier. Ouais. C'est-à-dire que pour sanctuariser l'Iran, il faut titiller et occuper l'ennemi loin de ses propres frontières. D'où les proxies via le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique. C'est-à-dire embêter les Israéliens, les occuper suffisamment loin pour qu'ils ne viennent pas, comme le disent les Iraniens, nous toucher sur notre propre territoire. Ça, c'est une stratégie qui est un peu obsolète à l'ère des missiles, des drones qui parcourent 1000 km. Exactement. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle phase, mais on n'a pas encore atteint l'extrême. Il y a un jeu entre les deux puissances, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Maintenant, on n'est pas dans leur tête, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Ouais. Et ce sera peut-être le dérapage de trop, et c'est là où il peut y avoir un embrasement régional. Un mot, Rina Bassi. Il faut aussi dire une autre chose. On sait que le régime iranien est extrêmement attaché à son programme nucléaire, au développement de son programme nucléaire. Pour eux, s'il y a maintenant une guerre, il faut toute l'attention sera ailleurs. Et tous les moyens financiers aussi. Donc là, ils ont fait en fait le choix d'essayer de contenir cette conflit en Israël pendant qu'il continue justement au moment... Mais qu'est-ce qui peut expliquer de la part des Israéliens de ne pas saisir cette occasion qui aurait pu paraître justifiée, justement d'aller frapper les installations nucléaires? Est-ce qu'elles sont hors d'atteinte? Est-ce qu'elles sont trop bien protégées, bunkérisées, sous terre, dans des bunkers très profonds? C'est le cas Natanz, qui est un site d'enrichissement d'uranium qui est sûrement le plus symbolique du programme nucléaire iranien, est vraiment sous terre. Enfin, il y a une partie il faudrait la grosse bombe américaine utilisée en Afghanistan en 2018. Et on sent que les Américains n'ont pas vraiment l'intention de s'engager, de créer un nouveau chaos. Et puis la peur des Américains, c'est aussi, voilà, si Israël attaque l'Iran, c'est aussi la capacité de riposte iranienne, notamment sur le territoire irakien, où il y a encore des bases américaines, et où ils l'ont encore répété hier, ils sont à nouveau capables d'activer leur levier via les milices. Oui, il y a 3 soldats américains qui ont été tués en janvier, et une centaine blessés. Israël a déjà touché les installations nucléaires iraniennes en 2020 et en 2021, avec des cyberattaques qui ont ralenti un petit peu le programme nucléaire iranien. N'oublions pas Mohsen Fakhrizadeh,
Akhundzadeh, qui a été une notoriété posthume. Les Iraniens ne savaient pas qui c'était, mais c'était il a été présenté comme l'un des architectes du programme nucléaire iranien, qui a été tué sur le sol iranien par le Mossad. Donc le Mossad est présent en Iran et ils ont déjà touché les installations nucléaires iraniennes. Alors on a commencé à aborder la question des pays tiers avec les États-Unis. Est-ce que Washington a démontré que, quoi qu'il arrive, serait complètement toujours derrière Israël dans cet épisode, Cyril Louis? En tout cas, ils ont envoyé un message clair de solidarité dans leur intervention pour stopper l'attaque. C'est même presque un peu plus de la solidarité, non? C'est vraiment une coordination, une mobilisation. Oui. Tout à fait. Donc là, le message est clair. La relation entre Washington et les autorités israéliennes a l'air assez complexe quand même depuis le 7 octobre, parce qu'il y a à la fois un soutien réaffirmé au droit d'Israël à se défendre après les attaques du Hamas le 7 octobre, et en même temps des messages qui sont régulièrement adressés pour essayer de limiter les conséquences humanitaires de la guerre à Gaza. Mais ils continuent à fournir les bombes. Pour ne pas mener l'opération à Rafah, tout en continuant à fournir les bombes. Donc on ne sait pas précisément ce que se disent Joe Biden et Benjamin Netanyahu quand ils se parlent au téléphone, mais manifestement la relation est compliquée pour ce qui concerne la guerre à Gaza. Pour ce qui concerne les tensions entre Israël et l'Iran, il semble que pour l'instant, Washington ait décidé d'apporter un soutien franc et massif à Quelle leçon retire-t-on côté israélien de cette relation avec les États-Unis dans cette crise, depuis le 7 octobre jusqu'au 14 avril On sait que l'administration Biden est contre une entrée israélienne à Rafah. Il y a beaucoup de critiques sur la politique de M. Netanyahou, justement, et à Gaza. Entre Biden et Netanyahou, personnellement, ça ne va pas très bien. Personnellement, mais avec tout ça, je crois que pour beaucoup des Israéliens, cette réaction américaine a montré que Israël n'a jamais eu un tel bon ami dans la Maison-Blanche comme M. Biden. C'est le même président américain qui est venu en Israël après le 7 octobre, quand il y avait encore la guerre dans la région. Les présidents américains, normalement, ne se déplacent pas dans des zones de guerre. Il est venu en Israël. Et là, au moment où vraiment il y avait cette menace existentielle, il était là avec toutes ses forces. Je crois que dans la tête de la plupart des Israéliens, si on écarte l'extrême droite, il n'y a pas de doute sur l'amitié américaine et de la Maison-Blanche. Est-ce que les uns les autres... il y a eu la réaction des Européens, Britanniques, Français qui ont contribué à la neutralisation des projectiles. Et alors, le rôle des voisins, notamment arabes d'Israël et de l'Iran, d'ailleurs, entre les deux. La Jordanie, qui a autorisé... qui a intercepté des drones dans son espace aérien. Manifestement, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui auraient communiqué des données radar qui ont permis d'identifier les... Est-ce qu'on est face à une nouvelle donne? J'ai lu des choses très enflammées de certaines plumes, comme Elie Barnavi, qui voit l'émergence d'une véritable alliance militaire anti-iranienne. Je crois que ça prend les choses un peu loin de dire qu'il y a une alliance, mais c'est sûr que cette participation, surtout de la Jordanie, c'est un événement clé pour Israël, parce qu'on sait très bien que dans la rue en Jordanie, et même les rois... Plus de 70% de la population est palestinienne en Jordanie. D'abord ça, et il y avait des manifestations, et l'ambassade israélienne à Amman est vide, il n'y a plus personne là-bas, donc les relations continuent, mais ce sont des relations très très compliquées depuis le 7 octobre. et là, quand même, la Jordanie a montré qu'à ces moments très critiques où il fallait faire un choix, la Jordanie était face à un choix. Et là, il y avait un choix qui était actif de participer à cette offensive en fait contre l'attaque iranienne. Est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est un choix anti-iranien? Comment vous l'analysez? Ou est-ce que c'est tout simplement un choix d'opportunisme? Ou pour la stabilité régionale ou...
En fait, Mariam Pierzadeh. J'ai l'impression que les pays arabes ont appelé assez rapidement à la désescalade, n'ont pas condamné l'attaque iranienne ni l'attaque israélienne. Enfin, c'était plutôt un appel au calme. La Jordanie, d'ailleurs, en fait, très rapidement, quand il y a eu des rumeurs que la Jordanie avait ouvert son espace aérien pour empêcher que ces drones arrivent en Israël, le ministre iranien de la Défense a déclaré que chaque pays qui aiderait l'entité sioniste, c'est comme ça que les Iraniens appellent Israël, serait considéré comme co-belligérant. Et assez rapidement, en fait, la Jordanie a indiqué qu'en fait, elle protégeait son propre territoire. C'était pas forcément de venir en aide à Israël, mais c'était d'éviter que les missiles tombent sur le territoire jordanien. N'oublions pas aussi que ces attaques du 7 octobre ont mis à mal les accords d'Abraham qui étaient censés rapprocher l'Arabie saoudite d'Israël. Ils ont mis à mal sans vraiment les faire imploser. Elles sont en tout cas suspendues pour l'instant. Et cette normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël était vue d'un très très mauvais œil de la part de la République islamique. Alors, ce n'est pas... c'est reporté, elles auront sûrement lieu. En tout cas, l'administration américaine œuvre pour que cette normalisation ait lieu, mais ça a freiné quand même cette normalisation avec... Et le paradoxe, c'est qu'au même moment, l'Iran s'est plus ou moins réconcilié avec l'Arabie saoudite, au moment où l'Arabie saoudite aussi se rapprochait d'Israël. C'est un paradoxe, Delphine Minoui. Oui et non, parce que je pense qu'on est dans une nouvelle ère où ce sont les intérêts stratégiques de chaque pays qui priment par rapport à des alliances sur le long terme. Nous sommes face à des alliances à géométrie variable en fonction des considérations géopolitiques, mais souvent également économiques, je dirais. Ouais. Cyril Louis, sur la posture des pays voisins dans cette crise. Je pense que pour la Jordanie, en effet, je ne suis pas sûr qu'ils aient en tout cas manifesté le souhait de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Comme ça a été dit, le fait que des drones survolent leur territoire, même s'ils ne visaient manifestement pas le sol jordanien, ça pouvait être interprété comme une menace. Et puis, si une guerre de haute intensité devait éclater entre Israël et l'Iran, on pourrait difficilement imaginer que les pays situés entre les deux restent complètement indemnes. Mais je pense que pour des pays comme la Jordanie ou l'Égypte, le foyer de confrontation principale aujourd'hui reste la bande de Gaza, c'est pas l'Iran, et c'est le plus déstabilisant ou susceptible de déstabiliser ces pays et la région. Donc je vois pas. On parle là de deux pays qui ont fait la paix avec Israël il y a bien longtemps, à la fin des années 70 et en 1994. Mais je ne les vois pas choisir de s'engager ostensiblement et activement aux côtés d'Israël dans cette guerre des nerfs avec l'Iran. Mais le programme nucléaire iranien ne rend pas le pays particulièrement populaire dans les pays arabes du Proche et du Moyen-Orient. En particulier en Arabie saoudite, qui suit en effet depuis très longtemps le projet nucléaire iranien avec inquiétude et qui laisse entendre à mot peine couvert que lui-même entreprendra de développer son programme militaire si l'Iran devient une puissance nucléaire. Oui, Rina Bassiste. Oui, à la fin, je suis d'accord. À la fin, tout ce rapprochement qu'on a vu avant le 7 octobre entre Israël et l'Arabie saoudite, c'est né de cette raison exactement, parce que qu'est-ce que les Saoudiens veulent? Ils veulent un traité de défense avec les Américains, donc être protégés justement, même s'il y a ce rapprochement avec l'Iran, ils veulent être protégés parce qu'ils ne font pas du tout confiance au Téhéran, ils veulent leur propre technologie nucléaire, donc tout ça explique que les Saoudiens essayent en fait de se couvrir de tous les côtés. D'un côté, quelques efforts diplomatiques avec l'Iran, mais de l'autre côté, eux, ils estiment qu'ils ont besoin aussi d'une protection justement militaire, technologique, etc., contre cette puissance régionale. Et il y a aussi la question de la Jordanie. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre avec cette analyse, parce que je pense, bien sûr, il fallait expliquer aux Jordaniens pourquoi ils participent à intercepter l'attaque iranienne. Il fallait, à Gaza, il fallait expliquer. Mais de l'autre côté, moi, je pense qu'à Amman, il y a une sorte de compréhension que l'Iran n'a rien fait, en fait, pour les Palestiniens depuis le 7 octobre. Ils n'ont pas lancé la guerre contre Israël. Ils n'ont fait rien ouvert ou direct. Ils ont même freiné
Hezbollah. Et je crois que le régime jordanien fait la part des choses. Ils se disent, très bien, si vous voulez aider les Palestiniens, c'est une chose, mais si vous voulez attaquer Israël en passant par nous, en nous mettant en difficulté avec les Américains, ça c'est une autre chose, on ne veut pas faire partie de ça. Il voit peut-être aussi comment le régime iranien vassalise, entre guillemets, un certain nombre de ses alliés dans la région, et un État comme la Jordanie n'a pas forcément envie de devenir l'équivalent du régime syrien aujourd'hui. Ça peut se justifier. Justement, on en vient un peu à notre dernier point, il nous reste un peu plus de 3 minutes. Est-ce que tout ça est derrière nous, cette crise est terminée, frappes iraniennes, réponse dosée d'Israël, on revient au business as usual, c'est-à-dire l'Iran activant ses supplétifs dans toute la région et Israël répondant au Liban, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a eu pas mal d'échanges entre Israël et le Hezbollah. Et puis, par ailleurs, menant sa guerre extrêmement violente sur la bande de Gaza. C'est comme ça que vous voyez les choses. Est-ce qu'il n'y a pas un impact, une ombre portée de cette crise avec l'Iran sur ce qui se passe à Gaza notamment? Non, en fait, c'est vrai que quand on voit les menaces, notamment de Hossein Amir Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a dit que si jamais une attaque terrestre aurait lieu à Gaza, l'Iran répliquerait « Bon, l'attaque, elle a lieu depuis 7 mois, il n'y a jamais eu de réplique de l'Iran ». Mais attention, n'oublions pas aussi, si je peux en parler, la République islamique traverse quand même une crise, une contestation populaire depuis 1 an et demi. Qui a d'ailleurs repris là, ces derniers temps. Avec le retour, enfin, elle n'avait jamais disparu, mais une police des mœurs qui est extrêmement zélée, extrêmement ostentatoire, une guerre vraiment contre les femmes. Ce sont les mots de Narges Mohammadi, qui est la prix Nobel de la paix 2023 et qui est en prison à Téhéran. Les choses peuvent changer du côté de l'Iran parce que la colère des Iraniens, elle est extrêmement forte. Gardons un œil aussi sur le programme nucléaire iranien. Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, et j'arrête là, doit aller à Téhéran, mais on ne sait pas où en est ce programme nucléaire. Donc quand même, l'Iran, il faut garder un œil sur ces deux éléments à l'avenir. Cyril Louis, retour au business as usual, on va reprendre la guerre entre deux guerres? Non, je ne pense pas. Je pense que les événements du 7 octobre ont fait voler en éclats la grammaire de dissuasion qui encadrait les relations, on l'a vu, très complexes à la fois entre Israël et l'Iran, et puis entre Israël et les différents proxys de l'Iran, que ce soit au nord le Hezbollah, le Hamas à Gaza. Et on voit que Israël se débat pour essayer de rétablir à la fois une forme de dissuasion et de contrôle depuis 7 mois, mais on est loin d'y être arrivé. Ce à quoi on assiste, c'est plutôt une escalade graduelle dont on ne voit pas bien là où elle va s'arrêter. Et la caractéristique de ce conflit qui était, avant le 7 octobre, assez hautement prévisible, parce qu'il durait depuis très longtemps, il était défini par une grammaire très précise, c'est que là, il est devenu profondément imprévisible. Delphine Minouy, 15 secondes. Rapide. Pour moi, le 7 octobre, c'est de l'ordre d'un séisme, d'un tremblement de terre géopolitique de la même dimension que l'après-11 septembre. Et d'après moi, comme le dit très bien Cyril, il va y avoir des répliques. Et donc on voit les dominos tomber les uns après les autres. Décennies à venir. Et le deuxième élément, oui, pour l'instant, peut-être un retard business as usual, mais qui va être... Cette crise va certainement, du point de vue iranien en tout cas, être instrumentalisé par le pouvoir, qui, finalement, il faut le rappeler, fait plus la guerre à sa propre population qu'au pays de la région, va instrumentaliser cette idée d'un ennemi extérieur pour lutter contre l'ennemi intérieur, en l'occurrence la société civile. Et Nabassis, du point de vue israélien, très très brièvement. Oui, très brièvement. Donc d'abord, Israël va regarder ce qui va se passer avec les Hezbollah, parce qu'on est maintenant dans une certaine logique d'escalade. Et donc ça, c'est d'abord la chose qu'Israël va regarder. Et deuxièmement, c'est la question des sanctions que les Européens et les Américains ont mis maintenant en place. Je crois qu'Israël va très bien regarder si ça marche ou ça ne marche pas. C'est pas exclu qu'il y aura... On fera une émission sur les sanctions. Voilà, c'est pas exclu qu'il y aura une autre attaque, plutôt peut-être une cyberattaque ou quelque chose de ce genre de la part d'Israël. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez tous les mardis soirs sur Figaro TV à 22h30. Très bonne semaine à tous.